Et merci de cette invitation. Effectivement, je vais vous parler de cette expérience dont vous venez de parler, qui est une rencontre de quatre personnes qui ne se connaissaient pas, et quatre disciplines aussi, qui ne se connaissaient pas ou très peu, et voilà, quatre personnes qui ont décidé de travailler ensemble, de prendre le temps de se rencontrer, et puis qui ont finalement trouvé que la meilleure idée, ou en tout cas le meilleur réceptacle pour toutes ces envies, toute cette énergie, toutes ces initiatives, était finalement un simple livre. Et c'est ce livre que je vais vous présenter aujourd'hui. Il s'appelle Anastylose. Et donc il a été monté effectivement durant un séjour d'1 an à Rome, avec Ludovic Michaud, qui est un photographe rencontré sur place, Arnaud Bertina, que vous connaissez peut-être, qui est écrivain, romancier, et Bastien Gallet, qui est écrivain également, philosophe à ses heures et musicologue également, et moi-même, designer graphique. Voilà, c'est l'histoire d'une rencontre, et c'est l'histoire de quatre points de vue et de quatre outils finalement pour essayer de faire comme a pu faire Pérec, l'inventaire d'un lieu, l'inventaire d'un quartier de Rome. Avant de rentrer dans le vif du sujet puis vous montrer les images, juste un mot sur ma profession au quotidien. Je ne suis pas un spécialiste du livre, je ne suis pas un graphiste, un designer éditorial exclusivement. Quelques personnes dans la profession sont effectivement des designers qui se sont spécialisés dans le livre, des héritiers directs de Faucheux et de Massin dont on a parlé tout à l'heure. Moi je suis assez généraliste et je revendique relativement cette position de graphiste généraliste. Donc travailler au livre est un plaisir immense, tellement l'objet est chargé et propice à une grande qualité, une grande exigence graphique et typographique, mais voilà, c'est un support parmi d'autres. J'aime aussi travailler aux affiches, à la signalétique, aux plaquettes, aux stands professionnels et à tout ce qu'un graphiste peut être amené à produire au quotidien. Alors, est-il possible de baisser un peu les lumières? Moi, je serais un peu plus à l'aise, et puis surtout, les images seront bien meilleures. Je ne sais pas si c'est possible. Est-ce que vous voyez suffisamment nettement l'image? Je pense que c'est... Alors je pense qu'il va falloir baisser. Ah, super. Voilà. Merci. Merci à vous. Vous voyez pas mieux? Les gros spots qui allument tout, c'est les spots qui... C'est ça, tout. C'est ça, quoi, c'est cette barre de... C'est impossible, ce truc. Alors, en régie, si c'est possible de... Il n'y a pas de régie. Parce que si ce que l'on vous donne à voir n'est pas visible, ça invalide en quelque sorte, je dirais même la problématique même de cette table ronde. Alors ça serait quand même un peu ennuyeux. Bon, écoutez, je vais commencer, et puis si quelqu'un trouve l'interrupteur à ce moment-là, on coupera. Alors, l'enjeu de ce travail, évidemment, est un travail, en tout cas un enjeu collaboratif, c'est-à-dire effectivement faire un livre à plusieurs, avec quatre points de vue, quatre auteurs qui travaillent un petit peu, qui sont invités à la même table et qui ont le même droit de parole sur un objet. C'est quelque chose de relativement inédit. Bon, je ne vais pas m'attarder sur la manière dont se déroule la chaîne graphique ou la chaîne éditoriale, mais il y a énormément de corps de métier qui s'enchaînent et qui se succèdent, avec évidemment une intelligence dans la transmission et dans la passation de pouvoir. Mais rares sont les moments où finalement graphistes, auteurs, éditeurs, fabricants vont travailler de concert et finalement physiquement dans le même temps. C'est effectivement l'intérêt majeur, je pense, de cette réalisation, c'est d'avoir pu travailler et faire monter en même temps le fond et la forme, puisque à aucun moment il y a eu l'un à prendre le dessus sur l'autre. Voilà. Alors, je rentre un peu dans le sujet. Anastylose, Rome, farce archéologique en 2 actes et un aparté. L'anastylose est en fait un procédé archéologique qui n'est plus en vigueur, qui a été très à la mode à la fin du 19e et qui consiste à réédifier le monument trouvé sur un site à partir des pièces, des morceaux de matériaux qui ont été levés des décombres. Cette technique-là, évidemment,
pose problème puisque c'est une interprétation. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est absolument plus court, mais il nous a paru très, très, très intéressant de ramener ce terme un petit peu sur le devant, l'anastylose, puisque c'est effectivement une espèce de manière, même si elle comporte des erreurs ou des mensonges, de faire ressurgir le présent à partir de matériaux passés. Voilà une petite définition de l'anastylose. Et alors le livre, c'est un grand format qui est toilé. Un grand format, je l'ai pas malheureusement ici, il fait 20 par 28, donc vous voyez un petit peu ce genre de livre. Il est relié toilé, et son principal intérêt finalement, c'est que on a essayé d'aménager, quels que soient les chapitres, une sorte de polyphonie. Une polyphonie, c'est-à-dire en tout cas de pouvoir tresser les discours et multiplier les discours sur la même page. On n'est pas dans un déroulé linéaire qui commencerait un texte en haut à gauche et pour le finir en bas à droite de la page, mais on a essayé d'aménager, de trouver des solutions systématiquement. L'auteur, moi-même à sa mise en forme, et vous verrez, c'est valable aussi pour les images et tous les documents iconos, c'est de pouvoir trouver systématiquement une forme sur mesure et que cette forme-là puisse aussi générer de la demande d'écriture pour pouvoir faire discuter sur une page, voilà, deux textes, par exemple, vous voyez, il y en a un qui est en noir, un qui est en gris, ce sont deux textes qui parlent peut-être du même objet, mais à deux époques différentes. Et au milieu de ce double discours, on va avoir une ligne qui est très simple, donc avec voilà, une mise en forme, en tout cas une intervention graphique, typographique qui fait preuve d'une économie de moyens, qui n'est pas beaucoup dans la démonstration. Mais on a simplement la parole d'un archéologue, quelqu'un qui est en train de, voilà, au cours du premier chapitre, de venir expliquer un petit peu comment il a procédé pour intervenir sur un site archéologique. Je passe rapidement, je m'arrêterai sur certains chapitres pour vous montrer un petit peu quel est l'enjeu pour un graphiste de pouvoir travailler dès la conception du discours. Ici, typiquement, cette double page, donc il faut imaginer quelque chose qui se déplie, qui se déploie, avec une surface qui dépasse les proportions du livre. Typiquement, ça c'est un texte qui a été écrit par Bastien, qui a voulu finalement aménager une sorte d'enquête policière. On imagine un scientifique qui est un petit peu maniaque, un petit peu obsédé par les fragments d'un monument romain qui s'appelle l'Arapakis, et qui a essayé de faire l'inventaire des morceaux, savoir où ils ont été dispersés, à quelle époque, qui les a rachetés, où est-ce qu'on les retrouve, lesquels ont disparu. Et dans cette manière de formuler les choses, finalement, on s'est rendu compte qu'un texte simple ne suffisait pas à proprement parler et qu'il fallait proposer au lecteur le choix, par moment, dans le texte, de pouvoir bifurquer, de pouvoir prendre un peu la tangente et d'aller chercher des compléments d'information, puisque sinon ce texte-là était proprement imbuvable, trop complet, trop compliqué, en tout cas qui mêlait des grandes généralités avec des petites anecdotes. Donc là, il a fallu trouver une solution, encore une fois, relativement simple, mais qui fonctionne presque sur le mode de l'hypertexte sur une page internet. Vous pouvez consulter un corps de texte et rentrer dans une histoire. Et si effectivement un personnage, un objet, une date ou un événement en particulier qui est abordé dans ce texte-là vous met la puce à l'oreille, vous donne envie d'en savoir plus, à ce moment-là, vous pouvez faire le choix de suivre ce petit filet et puis aller chercher un appel de notes qui va vous donner plus d'informations. Évidemment, cet appel de notes est un nouveau prétexte à écrire quelque chose qui va être sur un autre ton, beaucoup plus anecdotique, voire complètement absurde. C'est-à-dire qu'avec cette espèce de jeu de textes un peu gigognes où les uns dans les autres, on va passer du très sérieux, de l'historique, du scientifique, à quelque chose qui est presque sur le ton de la plaisanterie, ou en tout cas de l'anecdote. Donc voilà, typiquement cette double page est un espèce de morceau qui est assez autonome dans le livre, c'est-à-dire que l'histoire commence et se termine sur cet espace, est une vraie, à mon sens, une belle démonstration de l'intelligence qu'il peut y avoir quand le graphiste et l'auteur travaillent ensemble et dans le même temps à la mise en forme du propos. Je passe sur d'autres textes. D'autres chapitres. Il faut savoir qu'il n'y a pas de maquette à proprement parler. Évidemment, il y a des éléments récurrents dans ce livre. La grille,
le caractère typographique qui a été choisi, et puis une certaine comment dire, oui, économie dans les ingrédients qui sont mis en scène, la couleur, le texte. Mais par contre, c'est un matériau qui est suffisant pour devenir presque expressif, ou en tout cas figuratif. Ici, sur ce chapitre-là, c'est l'histoire d'un... l'auteur, Arnaud Bertina, a voulu faire parler 4 habitants d'un immeuble à Rome. Et sur le mode, pas du micro-trottoir, mais peut-être de l'enquête, il va frapper aux portes de chaque étage pour faire parler les habitants et leur donner leur avis sur une scène qui a lieu en bas de chez eux, dans leur cour. Et ce qui était très beau dans ce texte-là, quand Arnaud a posé les premières lignes, c'est qu'à la fois on avait une lecture horizontale, c'est-à-dire on avait le loisir d'écouter l'un après l'autre le commentaire, les avis de chacun des habitants, et on avait aussi l'envie quelquefois de pouvoir écouter d'une manière transversale, c'est-à-dire verticale, et puis comme si on était entre 2 paliers, et puis d'écouter à la fois la discussion du premier étage, et puis entendre quelques bribes de discussion du deuxième étage aussi. Et ça, c'était intéressant de le mentionner. Donc moi j'ai imaginé une mise en forme qui supporte ça et qui le permette aussi. Donc dans ce texte-là, vous pouvez encore une fois avoir le choix soit de lire d'une manière horizontale, soit pourquoi pas de passer les étages et puis lire de manière verticale. Maintenant, un cas de figure qui concerne les images. Ludovic Michaud, le photographe qui a travaillé sur ce livre-là, a fait un très grand travail d'image sur mesure. Il a aussi profité du thème des ruines de Rome pour aménager un espace qui est presque un herbier. Et ici, on voit la rencontre de la maquette et des éléments typographiques avec l'image. C'est-à-dire qu'ici, on est aussi dans une relation très étroite entre la matière, en tout cas ce qu'on pourrait appeler le contenu, et puis la manière dont elle va être restituée, le contenant ou sa mise en forme. Le livre fait apparaître d'autres livres. On a profité de ce thème, en tout cas de l'étude de ce quartier de Rome, pour aussi faire un petit inventaire des éditions qui ont eu lieu depuis les premières impressions de Nicolas Janson à Venise jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est un texte de Pline, qui a été finalement le seul témoin d'un monument, d'une horloge solaire qui est sur le Champ de Mars à Rome. Et Pline, avec quelques mots, nous restitue un petit peu son sentiment et nous décrit cette horloge qui a disparu depuis bien longtemps. Et on s'est aperçu qu'au fil des éditions, finalement, les copistes, puisque avant d'arriver à la première édition aux Incunables, il a fallu en passer par beaucoup de copies. Que les moines n'étaient pas parfaits dans leur travail et qu'ils répétaient des erreurs, en commettaient, essayaient de corriger, et en essayant de corriger, rajoutaient encore plus d'erreurs. Il y a tout un travail qui est très intéressant de comparer ces versions de texte et pour s'apercevoir que finalement le texte de Pline c'est une idée, c'est un fantasme. Il n'y a pas de texte de Pline, il y a des textes de Pline. Et dans ces textes-là, retrouver l'original ou la notion d'original disparaît complètement. Et c'est ce qu'on a voulu rendre dans cette double page, encore une fois. C'est-à-dire qu'on a un texte noir qui est une version presque figée, ou en tout cas qui est admise comme étant la version officielle, disons. Et puis en rouge, sur le mode un petit peu de la correction de texte, les variantes qu'on peut trouver dans certaines éditions. Et ces variantes-là, quelquefois, sont uniquement des accidents graphiques, typographiques, des problèmes de copie. Et quelquefois, c'est beaucoup plus intéressant que ça, c'est-à-dire qu'on va passer d'un sens à un autre, frôler le contresens. Et voilà, donc là, le travail graphique, typographique, encore une fois, essaye de mettre en œuvre des éléments très simples, mais pour mettre en lumière ce phénomène de texte un petit peu mouvant, de texte qui est toujours sujet à débat. Je vais accélérer un petit peu, je vous montre cette horloge. Vous voyez des gravures à différentes époques qui tentent de représenter ce que pouvait être cette horloge solaire. Et on a eu la chance de pouvoir aller la visiter. Il reste un fragment à Rome qui est 10 mètres sous le niveau de la Rome actuelle, où il y a un fragment de ce dallage de l'horloge. Donc c'est du travertin avec des créneaux en bronze où sont écrits en grec les mois de l'année et les signes astrologiques. C'est un endroit merveilleux.
Ce qui finalement ne se figure pas dans ce que j'ai pu dire ou dans les images que j'ai pu projeter, c'est aussi sa matérialité, c'est-à-dire c'est aussi une rencontre avec un fabricant pour la reliure, c'est-à-dire le choix de la toile, de l'emboutissage, le choix du papier évidemment, le choix de l'imprimeur, puisqu'il a fallu se déplacer et aller essayer de restituer au mieux les images. Et puis évidemment le travail d'un éditeur qui a porté ce projet, qui en a pris la responsabilité et qui a essayé de le rendre public. Donc voilà pour cette expérience-là qui finalement, même dans sa relative... comment dire, sa relative, dans son secret, puisque c'est quelque chose qui est plutôt exceptionnel qu'une généralité, je pense, dans l'édition. Finalement, on fait intervenir pas mal de corps de métier, pas mal de points de vue, et il faut quand même qu'une bonne vingtaine de personnes soient d'accord pour que ce type d'objet puisse voir le jour, et je les remercie au passage. Voilà. Merci beaucoup, Johan.